On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Christine Verjus, qui est la directrice du centre de formation La Vie Active. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, que l'on comprenne bien? La formation La Vie Active existe depuis 1985. Tu es arrivé quelques années après, tu as développé tout ça. Je me tais maintenant et je te laisse te présenter avec grand intérêt. Donc, je suis Christine Verjus, je dirige le centre de formation de La Vie Active qui s'appelle La Vie Active Formation. En effet, moi, je suis arrivée en 1994 à La Vie Active, donc ça fait quelques années maintenant que je suis en responsabilité de ce centre de formation. C'est en 1985 qu'a été créé le centre de formation. À la base, l'origine était de se dire qu'il fallait développer en interne des process de formation, des modules de formation à destination des salariés de la vie active. Donc, de 85 jusqu'à 94, le centre de formation a été géré en interne par des directeurs d'établissements médico-sociaux qui faisaient à côté cette partie formation, en fait. En 94, le président Jean-Marie Alexandre décide de vraiment donner des moyens supplémentaires à ce centre de formation et de vraiment porter l'attention sur la montée en compétences des salariés, parce que l'association était en plein développement. On était en train d'ouvrir des structures, on recrutait des salariés. Et c'est là où j'arrive en février 94 avec cette mission première, qui est de dire comment on peut proposer aux salariés de la vie active des actions de formation qui répondent à la fois à leur montée en compétences, mais aussi à leurs besoins et au public, aux personnes accompagnées, accueillies dans nos structures à l'époque et sur lesquelles il fallait porter son attention. Ce qui veut dire que la formation à la vie active a toujours été prépondérante. Toujours, puisque l'association Vie Active s'appelait l'ALFPJ à la base, qui était l'association laïque, où il y avait dans le sigle, on a beaucoup de sigles dans notre secteur, l'enseignement et la formation, l'ALFPJ, des personnes en situation de handicap, notamment des enfants à la base. Merci beaucoup pour cette parenthèse historique. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Parce que si j'ai bien compris, madame étudie l'histoire et tu arrives un petit peu par hasard, en 1994, à la vie active pour donner des formations aux professionnels de l'association. Mais finalement, j'ai un peu l'impression que c'est le grand match de ta vie parce que tu arrives par hasard et 3 décennies après, tu es toujours là, tu diriges le centre de formation. C'est le coup de foudre et le coup de cœur professionnel, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'à la base, moi, je m'orientais, que j'étais à l'université, j'étais en histoire, en effet, dans quelque chose quand même, un domaine qui était pauvreté, marginalité, exclusion au 19e siècle, notamment sur la prison. Donc, tu vois, j'étais quand même plutôt déjà dans le secteur social ou médico-social, on va dire. Et je me destinais à être enseignante. Et la vie active, à l'époque, préparait des concours pour ses salariés. Donc notamment ce qu'on appelle la formation de éducateur technique spécialisé. Et il y avait un module de culture générale sur connaissance du monde contemporain. Et donc j'ai donné quelques cours pour préparer ces futurs éducateurs techniques spécialisés sur cette partie culture générale. C'est comme ça que j'ai connu la vie active et que petit à petit j'ai pris des responsabilités dans la formation et dans le centre de formation. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quels sont les enjeux actuels du secteur? Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait peut-être des difficultés à recruter, le fameux problème d'attractivité des métiers, qu'il y avait aussi des problèmes de financement. Est-ce que tu peux nous éclairer de ta lanterne, s'il te plaît, Christine? L'objectif initial de la vie active est toujours le même. Comment on peut mettre en place des actions de formation qui se sont diversifiées. C'est plus du tout les mêmes actions. Enfin, il y en a encore, mais la formation qui était pensée au départ, qui était une formation plutôt sur quelques journées, vraiment pointu sur un thème à destination de salariés travaillant chez nous. Et en fait, l'objectif de la formation qui était donc de proposer aux salariés de la vie active des éléments pointus de leurs compétences ou de leurs besoins sur une problématique qu'ils rencontraient au sein d'une structure, il est toujours le même. Ça, c'est toujours notre objectif principal, avec la qualification, la certification, la mise en place de formations donc diplômantes pour nos professionnels du secteur social et médico-social. En ce qui concerne l'attractivité des métiers, c'est un sujet très important qui est vraiment très alarmant. Je rappelle que il y a 1 an, il est sorti le grand livre blanc du travail social où est repris notamment cette problématique d'attractivité. Et cette problématique d'attractivité du métier, elle est liée à plusieurs éléments. En ce qui me concerne, de mon analyse,
Elle est liée à la fois aux conditions de travail dans notre secteur social, médico-social, qui sont des conditions de travail qui elles-mêmes dépendent des personnes que nous accompagnons, qui ont des problématiques de plus en plus complexes, multiples, et vous verrez ça certainement dans les autres podcasts qui vont venir avec moi quand mes collègues vont parler à ma place. Elle est liée aussi aux problèmes de rémunération et de financement, puisque évidemment, on a un secteur qui se tend avec un public qui est en mutation, avec des activités qui n'existaient pas forcément auparavant. Je reviendrai après si tu me laisses la parole là-dessus. Et dans un contexte de financement et de rémunération qui est quand même très, très faible, et dans une société qui connaît mal le secteur social ou médico-social, puisque l'on confond souvent ce secteur avec le sanitaire. Donc voilà, il y a ce contexte-là qui fait que l'attractivité des métiers pour travailler chez nous est en grande perte de vitesse. Oui. Les nouvelles générations, tu le sais aussi bien que moi, ont besoin de sens dans leur métier. Y a-t-il un secteur plus porteur de sens que celui de la vie active et celui que tu défends depuis 30 ans à la formation? Est-ce que ça, c'est malgré tout un argument pour faire venir des plus jeunes générations au métier, ou est-ce que, encore une fois, cette image, les conditions peut-être difficiles que tu as décrites financièrement, et puis la reconnaissance, et puis la méconnaissance, est-ce que ça, malgré tout, ça prend encore le pas, ou est-ce que le sens réussit à faire un petit peu remonter quelque part le taux des vocations chez les plus jeunes? J'entends beaucoup parler du sens. Le sens, il ne permet pas non plus d'accepter toutes les conditions de travail et toutes les conditions de rémunération. Il y a un socle important encore, heureusement, de personnes, de jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur social ou médico-social. Le souci, c'est de comprendre que les éléments même de sélection pour travailler chez nous ne sont plus les mêmes. Actuellement, par exemple, avec la mise en place de Parcoursup, on a de plus en plus de jeunes, d'ailleurs Parcoursup c'est ça, c'est je sors de terminale et je vais me former pour devenir éducateur spécialisé par exemple. Ce qui n'était pas le cas avant quand moi je suis arrivée. On avait plutôt des personnes, des jeunes qui avaient déjà fait un prestage, qu'on appelait des prestages, qui avaient travaillé pendant 6 mois, 1 an dans le secteur social, médico-social, qui s'étaient heurtés, qui s'étaient confrontés à la réalité du secteur. Et qui ensuite avaient vraiment une vocation, avaient vraiment conforté leur projet pour travailler dans le social ou le médico-social. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Nous avons des jeunes qui sortent de terminale, qui n'ont plus d'expérience dans le secteur et qui ont en effet une idée du sens qui n'est pas ce qu'ils retrouvent quand ils se retrouvent dans leurs stages pratiques, puisque ce sont des formations en alternance, notamment les premiers stages, où ils se retrouvent confrontés justement à toutes les problématiques des gens qui travaillent actuellement dans le secteur social et médico-social, on en a parlé, les rémunérations qui ne sont pas valorisées par rapport au travail qu'ils fournissent, un public en grosse difficulté, avec des troubles, des comportements, des publics qui n'existaient pas avant. On parlait, dernièrement je parlais avec un collègue sur les réfugiés, le pôle humanitaire. La vie active n'avait pas de pôle humanitaire il y a 30 ans quand j'ai commencé. Les migrations n'étaient pas aussi problématique que ce que l'on connaît actuellement. Même le secteur personnes âgées est en pleine mutation. Et ce n'était pas un secteur sur lequel on était vraiment au départ de l'association et de la création de l'association. Ce qui offre à la fois une possibilité de diversité de parcours aux jeunes qui travaillent chez nous. C'est aussi la problématique de se dire, est-ce que je suis bien formé à travailler avec tous les publics que je dois accompagner, avec tous les publics avec lesquels je dois travailler? On a un secteur notamment qui est le secteur de l'aide sociale à l'enfance qui est en grosse souffrance. On accompagne des enfants ou des adolescents qui ne sont plus avec des problématiques sociales uniques, qui ont aussi des problématiques de handicap, de déficience, de troubles qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que vous proposez? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a une dizaine de très très grands chapitres. Alors, comme je te disais, quand je suis arrivée en 1994, ma mission était de proposer des actions de formation aux salariés de la vie active. Sauf qu'on est tout à fait d'accord pour dire que je ne connaissais pas l'ensemble des métiers et notamment, je ne pouvais pas identifier l'ensemble des besoins des salariés de la vie active. Et donc, pendant quasiment la première année, les 6 premiers mois, je suis allée dans chaque structure et j'ai rencontré chaque salarié. Et c'est pour cette raison que les 10 chapitres que tu vois actuellement sur notre site internet ou notre catalogue sont exactement les 10 chapitres que j'ai identifiés en 1994. Notre volonté n'était pas de proposer des actions de formation uniquement au personnel éducatif ou au personnel soignant. On était vraiment dans l'idée comment on peut accompagner chaque salarié, chaque professionnel, quel que soit son travail, sa profession. C'est-à-dire que tu as, par exemple,
un petit thème qui me fait sourire, mais j'ai été amenée à mettre en place une formation qui s'appelait moteur diesel et calage des pompes. Parce que parmi les salariés de la vie active, nous avons des chauffeurs qui font des ramassages d'enfants et qui me disaient, quand je les rencontrais dans les structures, mais nous, on aimerait bien parfois faire des petites réparations sur nos bus ou nos voitures, et on n'a pas les capacités ou les compétences pour le faire. Donc tu vois, c'est tout à fait ce que je pouvais proposer à ces salariés. C'est pour ça que tu retrouves dans ces chapitres des chauffeurs, tu as des agents de service. Moi, j'avais des formations en électricité, par exemple. Ça peut être surprenant d'avoir une formation sur l'électricité ou le calage des pompes des moteurs diesel pour un centre de formation sociale ou médico-sociale. On a eu des formations et on en a encore en informatique, en bureautique, parce qu'on a des secrétaires, des comptables, budget, etc. Quand tu reprends ces 10 chapitres, ils correspondent à tous les métiers, tous les salariés que j'ai rencontrés en individuel au sein des structures de la vie active. Et donc, j'ai essayé de leur proposer des actions de formation. Donc, moi, mon job, c'était de chercher les bons formateurs sur les bonnes actions et les bons besoins, de proposer des formations qui pouvaient leur permettre dans leur métier de pouvoir mieux travailler, mieux accompagner les personnes qu'ils prenaient en charge. Un chapitre qui est intéressant, qui moi me touche, c'est le chapitre qui concerne la formation des travailleurs handicapés des AT. Ça me touche parce qu'il n'y avait pas en 1994, en fait, il y avait 2 centres de formation, dont le nôtre, qui a proposé des actions de formation pour les travailleurs handicapés. Donc, pour que les gens comprennent bien, pour les personnes accueillies à l'époque en CAT, dans ce qu'on appelait les établissements de travail protégé. Et aucun organisme de formation ne proposait ces actions parce qu'il n'y avait pas de financement. Ils étaient en milieu protégé et ils n'avaient pas de plan de formation, si tu veux, pour eux. Et je me rappelle avoir eu une discussion avec le directeur général de l'époque en disant « mais ils sont aussi salariés de la vie active finalement ». Actuellement, je crois qu'il y a 900 travailleurs handicapés à la vie active. Et donc, je suis allée les voir. Et alors, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce que je risque d'être un peu brutale. Les premières actions que m'ont demandé les travailleurs handicapés, c'était des permis caristes. En me disant, mais nous, on travaille dans les structures, on pourrait travailler sur des actions autour de la logistique. Et j'ai mis un temps fou à trouver un formateur pour faire le permis cariste. Parce que souvent, je cherchais plutôt genre des auto-écoles, tu vois. Et j'expliquais aux gens que c'était pour former des personnes avec une déficience intellectuelle. Et ils ne souhaitaient pas les former. Et j'ai réussi à l'époque à trouver une auto-école parce que le directeur de cette auto-école avait un enfant autiste. Et il m'a dit, oui, moi je veux bien, je suis partant. Et on a les premières actions de formation qui étaient des permis caristes. Ensuite, on a proposé dans ces actions de formation des choses qui n'étaient pas forcément professionnelles. Mais par exemple, savoir entretenir sa maison, savoir entretenir son logement, savoir se présenter, comment prendre soin de soi. Donc, toutes ces actions de formation-là, ils ont été référencées dans ce chapitre 10, où tu as maintenant des choses par métier, les métiers des espaces verts, les métiers du bâtiment, etc., mais aussi des choses sur mon budget, mon logement, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, donc des actions aussi qui sont porteurs de sens pour les personnes que l'on accompagne. Aujourd'hui, qui est-ce que tu formes, Christine ? Parce que initialement, c'était les salariés de la vie active, mais j'ai cru comprendre que c'est ouvert au reste du monde, si je puis dire. Alors oui, en effet, initialement, c'était les professionnels de la vie active. Et puis, si on revient un peu sur ma petite histoire, j'ai une sœur qui était en ESAT, en CAT à l'époque. C'était pas la vie active, et qui est donc déficiente intellectuelle. Et d'où aussi encore ce chapitre 10 pour la formation des travailleurs handicapés qui me tenait à cœur. Et à l'époque, le CAT dans lequel elle travaillait, qui était à Lens, le directeur m'appelle, me connaissant, il me dit « mais tu proposes des formations pour les moniteurs d'atelier, donc ceux qui travaillent en CAT de la vie active. Or, il y a des sujets qui intéressent aussi mes moniteurs d'atelier. Et ils sont obligés d'aller se former assez loin. Est-ce qu'ils pourraient intégrer un de tes groupes lorsque tu proposes une formation sur un sujet qui les concerne? Et est-ce que donc je peux envoyer quelques salariés de chez nous ?» J'ai accepté, puisqu'on était un centre de formation, donc on peut accueillir toute personne extérieure à la vie active et qui souhaite se former chez nous pour travailler auprès de personnes accompagnées. C'est comme ça qu'on a commencé à développer la participation externe d'autres structures médico-sociales, d'autres associations, notamment premier chef, dans un premier temps, au sein de nos formations. Petit à petit, on s'est développé. Donc maintenant, on travaille avec toutes les associations du secteur, le secteur hospitalier aussi, avec lequel on travaille, et les établissements publics. Mais nous avons principalement et majoritairement des salariés de ce secteur. Donc, je peux te dire qu'actuellement, la Vie Active Formation accueille des salariés, des professionnels de la branche de l'action sociale, toute association confondue. Est-ce que tu sais combien de personnes tu as formées depuis 30 ans ?
Depuis 30 ans, il faudrait faire le calcul. Mais je peux te dire que, par exemple, évidemment, tout organisme de formation doit remplir un bilan pédagogique et financier, puisqu'on l'envoie donc tous les ans à la région. Et je peux te dire que, par exemple, sur les 3-4 dernières années, on est à peu près entre 4500 et 5000 stagiaires par an. Sur ces 4500 ou stagiaires, alors on dit stagiaires, c'est les stagiaires de la formation professionnelle continue, apprenants si tu veux, il y a à peu près 70% d'externes et 30% de salariés vie active. Ce qui représente pour la vie active entre 500 et 700 personnes par an, et le reste étant des externes de l'association. Donc c'est une très très belle réussite. Merci. Ah oui, très sincèrement, parce que non seulement il y a aussi un site internet, je vais donner l'adresse, c'est viactiveformation.org, viactiveformation.org. Et puis j'ai ouï dire qu'il y avait un centre physique, et évidemment, 800 mètres carrés. Combien y a-t-il de formateurs maison ? Je crois qu'il y en a une demi-douzaine, c'est ça ? C'est ça, pour les formateurs maison, ce qu'on appelle les permanents, il y a en effet une demi-douzaine de formateurs qui interviennent selon des spécialisations, par exemple sur l'hygiène des locaux, l'informatique, l'insertion, la qualification et la certification. Ensuite, on a ce qu'on appelle un réseau professionnel de formateurs occasionnels. C'est les fameuses compétences que je recherchais au départ, tu vois. C'est-à-dire que j'ai actuellement une demande de formation qui me remonte, de la vie active ou d'ailleurs. On me dit, voilà, on aimerait bien tel thème. Et moi, l'objectif, c'est de trouver la bonne compétence qui va en face. Et donc ça, ce sont des formateurs occasionnels qui peuvent intervenir jusqu'à une quinzaine de fois dans l'année, par exemple. Comment tu les trouves justement, ces compétences, ces talents, ces formateurs dits occasionnels ? Comme je te dis, ça fait 30 ans que je travaille dans le réseau. Donc forcément, dans la branche, donc j'ai un réseau assez important de personnes que je connais. Et puis, ce sont souvent donc des professionnels qui sont spécialisés sur une méthode, un concept, une approche qui est importante pour nous. Donc moi, je les rencontre, ça peut être par exemple au cours de réunions, au cours de colloques, au cours de journées d'études, ou des professionnels lorsque je vais dans une structure que je rencontre, avec qui je lie une relation et à qui je propose d'intervenir sur une formation par exemple qui pourrait correspondre à un besoin qu'on a référencé au sein de la vie active. On a aussi des personnes qui postulent chez nous, et tant mieux, des professionnels qui disent moi je suis infirmier, médecin, éducateur, ça fait autant d'années que je travaille dans tel domaine et je serais intéressé pour animer une formation sur une spécialisation que moi j'ai. Par exemple, je suis infirmière et ça fait des années que je travaille sur l'accompagnement en fin de vie. J'ai développé des modules en interne de formation. J'aimerais pouvoir vous les proposer, voir comment on peut les expérimenter auprès de vos professionnels, par exemple. Christine, tu nous parles de formation, mais qu'est-ce qui rime avec formation ? Évidemment, évolution. Et là aussi, j'ai cru comprendre que vous formiez pour faire évoluer des collaboratrices, des collaborateurs de la vie active. C'est bien ça ? Oui, l'objectif premier, c'était ça. Mais permettre surtout d'avoir les bonnes approches, notamment par rapport aux personnes que l'on accompagne. Donc c'est vrai que dans un premier temps, les formations que l'on proposait étaient plutôt des formations assez courtes, pointues, sur un sujet bien précis. Et puis, la vie active, je t'expliquais que depuis 1994 que je suis là, nous avons créé des structures, des établissements médico-sociaux. On a eu aussi des structures que l'on a reprises. Et dans le cadre de la création des structures, on a dû former des personnels à pouvoir travailler chez nous. Donc par exemple, nous avons développé ce qu'on appelle au départ, en 1994 d'ailleurs, ce qu'on appelait des MAPAD, des maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, qu'on appelle des EHPAD maintenant. Et l'objectif de la vie active formation, c'était les 6 premiers mois avant l'ouverture de la MAPAD, de recruter une trentaine de personnes, demandeurs d'emploi, et de les former à travailler chez nous, notamment sur des postes d'auxiliaires de vie, d'agents de services logistiques, et de pouvoir donc leur permettre à la fois de se former sur des apports théoriques concrets, mais aussi en alternance chez nous, au sein de nos établissements et de nos structures, pour avoir une véritable culture de la vie active, des valeurs que l'on défend et que l'on met en pratique. Ça nous permettait aussi, tu comprends bien, d'avoir des personnels et de voir si eux aussi étaient en complète adaptation par rapport au poste et par rapport à ce qu'il se faisait de la réalisation et de l'idée même du métier dans lequel il allait travailler. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle le domaine de la certification, de la qualification. On a travaillé sur 3 métiers spécifiques à la vie active, sur lesquels on est encore agréé au centre de formation, qui sont les métiers de maître, maîtresse de maison, pour travailler en structure sociale, par exemple MEXT, maison d'enfants à caractère social, surveillant de nuit qualifié, un CQP, surveillant de nuit qualifié, pour travailler dans toute structure avec hébergement, et aussi assistant de soins en gérontologie, pour travailler auprès de personnes âgées dans nos structures, notamment en milieu
ouvert ou d'accompagnement de jour. Voilà un peu les 3 métiers sur lesquels on travaille. C'est important parce que ça veut dire qu'à la vie active, en lien vraiment très direct avec la direction générale et la direction des ressources humaines, c'est mon volant plutôt ingénierie de formation. On me demande de former, de proposer des qualifications et des certifications pour des personnels travaillant chez nous en contrat aidé, en CDD ou ayant pour l'instant pas de diplôme et de qualification, et de les faire évoluer vers des certifications, des diplômes, notamment sur le travail de nuit, le travail auprès de jeunes ou moins jeunes dans les établissements avec hébergement, vers la formation de maîtresse de maison et la qualification, le titre pro maîtresse de maison, et aussi en tant qu'assistant de soins en gérontologie. Et nous avons par exemple, nous sommes l'un des seuls organismes de formation agréés dans la région Hauts-de-France sur les 2 actions de formation, donc CQP, surveillant de nuit et titre pro, maître ou maîtresse de maison, et l'on forme des salariés de la vie active, mais aussi d'ailleurs, pour vraiment décrocher ce diplôme et travailler ensuite chez nous pour fidéliser les personnels actuellement en poste et aussi les qualifier sur ce type de fonction. Christine, tu as parlé de culture à la vie active, Oui. la culture de l'organisation. Oui. On va arriver à un volet peut-être un petit peu plus personnel. Si je te dis la vie active, que me réponds-tu ? Famille. J'allais dire du tac au tac, famille. Alors, je m'en doute bien, ça fait 30 ans que tu es rentré dans cette famille un petit peu par hasard. Tu nous as dit le pourquoi du comment, ta sœur, évidemment, Oui. en situation de handicap. Oui. Mais cette famille, ça fait 30 ans que tu y travailles. Oui. Qu'est-ce que tu y trouves, très sincèrement ? Moi, j'y trouve des ressources, j'y trouve de l'écoute. Là, je te parle en tant que professionnel. Parce que dans les podcasts que tu vas faire peut-être, ou les interviews que tu vas faire, on va parler beaucoup d'accompagnement de l'usager, de professionnels, de salariés, de ce qu'on fait comme métier. Maintenant, je te parle en tant que professionnel de la vie active. Ça fait 30 ans que j'y travaille et c'est pas un hasard en fait. À la fois parce que j'y travaille, mais à la fois aussi parce que j'y suis restée. Cette association, c'est ma famille. Et même à travers les formations que l'on propose pour les salariés, c'est qu'on a envie de garder auprès de nous les gens avec qui on travaille. Moi, je m'y retrouve complètement. J'ai une écoute, j'ai un accompagnement vers ma propre montée en compétence, si tu veux, aussi. Et j'ai du sens, vraiment, de ce que je peux travailler, de ce que je peux voir comment on fonctionne. Ce que je peux te dire aussi, on parle souvent de qualité de vie au travail actuellement, à travers le sigle QVT. Et le sigle QVT, il veut rien dire si derrière, il n'y a pas des gestes, s'il n'y a pas des actions. 30 ans, c'est 30 ans de vie. 30 ans de vie, c'est 30 ans de bonheur et 30 ans de malheur aussi. 30 ans de belles choses et 30 ans de mauvaises choses qui ont pu se passer dans ma vie personnelle. Et à chaque fois, j'ai trouvé à la vie active des gens qui étaient là pour me soutenir, pour m'aider. Et en tant que professionnel, c'est très important. Dernière question, Christine, et je te remercie pour ce témoignage très 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 poignant. Je ne m'attendais pas à ça, je ne te le cache pas. Si tu avais une baguette magique qui pouvait faire avancer les choses, et évidemment dans ton sens, qu'est-ce que tu ferais avancer en premier lieu à la vie active ou même dans le pays, vis-à-vis du secteur médico-social ? Si j'avais une baguette magique. Je voudrais que notre secteur social, médico-social, soit réellement appréhendé comme étant un secteur de force et plus un secteur de vulnérabilité, de fragilité ou de faiblesse. Certes, les personnes que l'on accompagne ont cette problématique de vulnérabilité. Mais nous, on est la force, on est le tuteur, on est le rempart à ce que cette vulnérabilité, cette fragilité, elle ne contamine pas l'ensemble de la société. Donc j'aimerais qu'on ait les moyens, et ce n'est pas forcément toujours des moyens financiers, mais qu'on ait les moyens de reconnaissance, qu'on ait les moyens d'encadrement, en fait, et d'accompagnement des personnes à qui on nous demande de résoudre, de réparer, d'accompagner, de mener jusqu'au bout de la vie leur projet. Et cette baguette magique, ce serait de dire la force que l'on est nous, venez la voir, venez comprendre ce que l'on fait. C'est pas de la pitié. Oui, on est métier de l'humain. On est aussi à haute valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle vous garantit la meilleure société possible. Eh bien, merci à toi, Christine. On se quitte sur cette note humaine qui ne m'étonne absolument pas, parce que je rappelle que la signature, j'allais dire presque de marque de l'Association de la vie active, c'est humaniste et fraternel. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme aussi formidable que Christine Verjus, qui dirige la formation à la vie active,
Eh bien, vous pouvez déjà soutenir le podcast en notant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça, c'est très bien. Mais vous pouvez également faire un don à l'association. Comment on fait ? C'est extrêmement simple. Vous allez sur viactive.fr et vous cliquez tout simplement sur la rubrique dons. Je rappelle qu'il n'y a pas de petits dons pour soutenir la vie active, donc allez-y, allez-y, allez-y. Christine, je te remercie, tu as été une magnifique ambassadrice de la vie active. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.